Et bonjour tout le monde. Alors, merci déjà d'assister à ce webinaire qui va parler d'IAM et de référentiel RH, avec le thème de comment réconcilier en fait, le cycle de vie des utilisateurs avec la gestion des identités. Alors, on va commencer directement parce moi j'ai eu le go de Elvire qui m'a dit qu'il fallait que je démarre à l'heure, donc je démarre à peu près à l'heure. Alors, je vais commencer par me présenter pour que vous puissiez avoir un petit peu une idée de qui vous présente cette session. Donc moi, je suis François Poulet, je suis, le dirigeant de User. Alors User qui est une plateforme de gestion des identités en ligne. Voilà, donc un outil d'IAM au sens large. J'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat autour de l'IT, des télécoms. J'ai notamment, créé plusieurs sociétés qui sont dans les télécoms, un opérateur fibre, une ESN d'envergure nationale. Et puis, plus récemment, donc depuis maintenant 4 ans, je m'occupe de User, qui est une plateforme de gestion des identités, donc qui permet de gérer les accès et les utilisateurs, voilà, comme on va un petit peu voir dans cette session. Alors, peut-être pour compléter l'introduction, si jamais vous avez des questions au fur et à mesure qui viennent, n'hésitez pas à les poser. Je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Et sinon, on fera une session questions-réponses à la fin. Mais voilà, si vous avez des questions un petit peu contextualisées, n'hésitez pas à les soumettre dans le chat sur la gauche. Alors, au sommaire de cette session, on va parler, voir un petit peu tout ce qui est utilisateur et identité. Quelles sont les différences en termes de terminologie. On va expliquer ce que c'est le Know Your Users. Ça, c'est une notion qui est relativement importante dans tout ce qui est gestion des identités. La construction et le maintien du référentiel RH. Évidemment, la propagation des informations RH vers les référentiels d'identité et puis le maintien à jour des référentiels d'identité. On va voir tout ça dans cette session. Alors, première notion importante, c'est savoir en fait, qu'est-ce que c'est qu'un utilisateur, qu'est-ce que c'est qu'une identité. Alors, la chose assez simple, c'est qu'on va dire que d'un côté, il y a les utilisateurs qui sont les personnes physiques, qui sont voilà, qui ont un nom, un prénom et qui ont un lien contractuel avec l'entreprise. Alors souvent, en fait, on réduit les utilisateurs aux collaborateurs, mais en fait, c'est toutes les personnes qui ont plus ou moins, qui ont besoin d'accès au SI de l'entreprise et donc qui ont une relation contractuelle avec l'entreprise. Alors ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de prestation, un contrat d'intérim, une convention de stage ou n'importe quel type de contrat, mais en gros, généralement, quand on donne des accès à quelqu'un dans le SI, on a au départ une relation contractuelle, on ne donne pas à n'importe qui publiquement généralement des accès au SI, sauf vraiment dans des cas un peu spécifiques. Donc ça, c'est vraiment l'utilisateur. Il faut bien comprendre que c'est une personne physique. De l'autre côté, on a donc quelque chose qui est un peu plus technique, ce sont justement les comptes et ce qu'on appelle les identités, donc les identités numériques qui sont une sorte de représentation digitale de l'utilisateur dans le SI. C'est-à-dire qu'un utilisateur va avoir plusieurs identités. Généralement, c'est une identité dans chaque application auquel il accède, à chaque ressource. Donc, un compte dans l'année, un compte dans 365, un compte dans Google si vous utilisez Google, etc. Donc ça, il faut bien comprendre cette notion qui est super importante de différencier la personne physique et ses contrats d'un côté, qui est plutôt donc côté RH au sens très très large, et de l'autre côté, tout ce qui est identité numérique sur les différentes parties du système d'information. Alors, on peut représenter ça comme ça d'ailleurs. C'est qu'en gros, j'ai mon utilisateur physique, donc la personne. Voilà, on a Gérard qui est voilà, avec le petit logo MSN pour ceux qui, pour ceux qui s'en souviennent, pour les boomers. Donc le petit logo MSN qui représente l'utilisateur personne physique et qui a un compte AD, un compte 365, un compte Salesforce, Jira, etc. Puis évidemment plein d'autres comptes. Alors, de plus en plus en ce moment parce que voilà, effectivement, il y a une espèce d'explosion des accès parce qu'on multiplie les applications, ce qui est très très bien, mais il faut gérer de plus en plus d'accès sur de plus en plus d'applications, métiers ou génériques de plus en plus larges. Alors ça, c'est la représentation un petit peu simpliste, mais généralement, la vraie représentation, c'est un petit peu plus ça. C'est-à-dire que j'ai un utilisateur qui a une relation contractuelle, et c'est ce contrat qui va donner les différents accès ou qui va régir les différents accès. Donc encore une fois, hein, ces contrats, ça peut être de tous ordres, hein, CDI, CDD, stage, intérim, des contrats de prestation, de services, etc., contrats de freelance.
Et c'est ces contrats, c'est les informations embarquées dans ces contrats qui vont pour beaucoup donner les informations qui vont permettre de gérer les accès. Est-ce qu'il a le droit à tel accès ou pas? Est-ce qu'il a le droit à tel logiciel ou pas? Et puis quels sont ses droits et quelles sont les caractéristiques du compte qui va être créé dans les accès, dans les différents logiciels. Un utilisateur, il a toujours une relation contractuelle avec l'entreprise, hein. C'est ce qui définit les habilitations qu'il doit avoir sur les différents logiciels. Alors, c'est pour ça que c'est important de savoir, de connaître ses utilisateurs. Alors, on appelle ça le KYU. En fait, c'est en réplique avec, dans le secteur bancaire, ils appellent ça le KYC, pardon. C'est le Know Your Customer. C'est une procédure qui est, vraiment ancrée dans l'ADN des banques, hein, qui est de dire que, je vais vérifier, vous avez régulièrement votre banquier qui vous appelle pour, avoir, alors c'est pas de vos nouvelles, mais en gros qui veut connaître un peu votre situation parce qu'ils ont une procédure de vérification régulière de qui vous êtes, alors que ce soit pour les entreprises ou les particuliers, ils vérifient pour ne pas ouvrir de compte à n'importe qui déjà, et puis pour suivre aussi, pour bien vérifier que la personne existe toujours, que voilà, il n'y a pas un prête-nom, il n'y a pas une arnaque derrière ce compte qui est ouvert. C'est un peu la même chose pour l'IAM. Le KYU, donc le Know Your Users, c'est vraiment l'idée de connaître l'identité administrative des utilisateurs. Alors, l'identité administrative, on va dire, ça peut se résumer à prénom et nom. Voilà, c'est évidemment important de savoir quels utilisateurs, quels sont les noms et prénoms des utilisateurs. Et puis aussi, connaître leurs informations contractuelles. C'est-à-dire que c'est bien beau de savoir que j'ai John Doe qui est présent dans l'entreprise, mais en fait, j'ai besoin de savoir si c'est un CDI, si c'est un CDD, si c'est un CDD, si c'est un stagiaire, et puis d'avoir comme ça les différentes informations, dans quel service il est, dans quel site géographique il est, connaître leurs informations qui sont généralement, alors pour l'immense majorité, mais pas que, on va simplifier pour l'instant, mais en gros, qui sont situés dans le contrat qui régit la relation entre l'utilisateur et l'entreprise. L'idée, c'est vraiment de pouvoir créer les bons comptes dans les bonnes applications, évidemment, avec les bons droits, ou les bonnes habilitations, et puis pour les bonnes personnes. Voilà. Donc quelqu'un qui est dans le service commercial, on va lui donner un accès à Salesforce. Quelqu'un qui est dans le service technique, on ne va pas forcément lui donner un accès à Salesforce. Et en fonction des différentes habilitations ou des règles qu'on institue, on va, en fonction du contrat de chaque utilisateur, définir les droits ou les comptes qui vont être ouverts pour chacun. Alors l'idée, c'est qu'on va catégoriser les informations qu'on a sur chaque utilisateur. Alors en gros, il y a 3 groupes importants. Il y a les informations neutres, qui sont nom, prénom, matricule. Voilà, donc, pour le coup, c'est des informations assez standards qui sont juste plutôt informatives, on va dire, administratives, hein, sur un utilisateur. Ça, on s'en sert pour typiquement créer l'adresse mail, le format de l'adresse mail. Ça va être prénom. On va reprendre l'information, prénom.nom, domaine. L'identifiant, le login pour les différents accès. Généralement, on met le nom de famille, première lettre du prénom. Voilà, on fabrique à partir de ces informations qui sont neutres, donc qui ne donnent pas d'informations particulières sur les droits derrière. Ensuite, il y a des informations temporelles. Alors ça, les principales, évidemment, c'est date de début de contrat et date de fin de contrat. Ce sont les éléments qui permettent de définir si le contrat est actif ou pas. Parce qu'en fait, c'est bien beau de savoir qu'un utilisateur il a un contrat de travail, mais si le contrat de travail est terminé depuis 2 mois, ou si le contrat de travail commence que dans 2 mois, il ne commence que dans 2 mois, c'est pas la même chose que si le contrat de travail est actuellement actif. Donc là, pareil, ça donne une indication de est-ce que le compte doit être activé, suspendu, ou dans quel état doit être le compte. Assez simple, hein, typiquement, si le contrat est terminé depuis 1 an, normalement, le compte AD, il doit être suspendu. Si le contrat commence dans 2 mois, peut-être que c'est un petit peu tôt pour créer le compte AD maintenant, donc on va attendre un petit peu, juste avant le démarrage du contrat. Et ensuite, en troisième notion, ça c'est l'information la plus complexe, qui est la plus dure à avoir et à maintenir, c'est l'information qu'on appelle descriptive. Donc c'est pour le coup, là je vais avoir dedans tout ce qui est la fonction, le job title, le département d'appartenance, la structure juridique, le type de contrat évidemment. Et ça va me permettre de savoir en fait dans quelles applications je vais avoir besoin de créer des identités pour cet utilisateur-là, et puis avec quelles habilitations évidemment, quel groupe de sécurité, quel groupe de distribution, enfin toutes les informations en fonction du département, de la structure juridique, du type de contrat de service. Donc quelqu'un, encore une fois, qui est commercial, on va lui créer un compte dans Salesforce. Quelqu'un qui est dans le service technique, je vais lui créer un compte dans Jira s'il a besoin d'accéder pour le développement, etc.
Alors, la première chose donc, pour, justement récupérer ces informations, RH au sens très, très large, hein, pour avoir ce référentiel, l'idée c'est de constituer un référentiel RH. Alors, le référentiel RH, c'est pas forcément un bon terme parce que, on a l'impression que ça ne concerne que, le service RH et donc que les, collaborateurs qui ont une fiche de paye. Alors là, l'idée c'est de pas de constituer un référentiel RH, c'est un référentiel d'utilisateur. Donc vraiment, c'est au sens le RH au sens très, très large. Donc au centre, on a le référentiel en jaune qui est le référentiel utilisateur, ça c'est la cible. C'est ce qu'on veut obtenir, c'est le Graal, c'est savoir exactement dans l'entreprise ou à l'extérieur, enfin quelles sont les personnes qui gravitent autour de l'entreprise et qui potentiellement à qui je vais pouvoir ou je vais devoir donner un accès, un ou plusieurs accès aux applications. Donc ça, en fait, c'est l'idée, donc la base de données jaune là, qu'on voit en jaune, c'est ce qu'on veut obtenir à partir de plein de sources différentes. Le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, on va devoir aller chercher dans l'outil de paye, en haut à gauche là, avec le collaborateur, les collaborateurs qui sont dans l'outil de paye. En bas à droite, vous avez les collaborateurs aussi, mais qui sont renseignés dans l'outil SIRH. Donc, il va falloir gérer les doublons parce qu'ils sont en deux endroits différents. Il y a les prestataires extérieurs qui sont peut-être dans un ERP. Il y a les intérimaires. Ça, c'est peut-être chaque manager qui a un fichier rassemble tous les intérimaires qui les emploient. Et puis, bah, il y a notamment, alors, enfin, il y a plein de groupes, mais notamment les stagiaires rémunérés qui restent dans une sorte de triangle des Bermudes parce que, comme ils sont pas, ils sont stagiaires, donc ils sont plutôt gérés par les RH. Comme ils ont pas de paye, ils sont moins de 2 mois par exemple, bah, ils ont pas besoin ils sont pas renseignés vraiment dans l'outil de paye, donc ils sont un petit peu dans un espace existant et inexistant. Donc ils sont pour le coup difficiles à gérer, surtout quand vous êtes dans des grosses, grosses structures où pour le coup vous pouvez en avoir assez régulièrement quelques-uns qui ont des accès. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir les suivre régulièrement. Alors, avoir un référentiel, alors j'ai mis un petit mème parce que j'adore les mèmes. Donc l'idée, c'est d'avoir un référentiel utilisateur, mais ce qui est mieux, c'est d'avoir un référentiel utilisateur qui est tout le temps à jour, évidemment, et c'est ça la difficulté. Alors pourquoi c'est la difficulté? Parce qu'en fait, il y a des mouvements d'utilisateurs chaque jour. Chaque jour, vous avez, au départ, donc vous demandez, à tout le monde, bah, «Donnez-moi, toutes les informations». Donc le service RH, il vous fait un export, de la paye. Les managers vous listent les intérimaires. Les opérationnels vous donnent la liste des prestataires du coup, vous avez 3, 4, 5 fichiers CSV que vous compilez en un seul fichier. Donc au jour 1, vous avez votre fichier utilisateur.csv, voilà, vous avez tout mis. Donc là, vous êtes très très content, sauf que bah, dès que vous l'avez fait, il est immédiatement faux. Il est immédiatement faux parce que bah, entre-temps, il va y avoir des nouveaux utilisateurs, des utilisateurs qui sont partis, des modifications de poste, des modifications de date, de contrat, date d'arrivée, date de départ, des corrections d'erreurs. Quelqu'un qui a été mal saisi initialement dans le SIRH, bah, qui est corrigé. Donc tout ça fait que vous allez vous retrouver en permanence à devoir maintenir cette espèce de base de données alors en CSV, donc c'est pas forcément la meilleure manière évidemment de gérer tout ce qui est utilisateur. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas fonctionner avec du CSV, même si c'est tentant, mais si c'est facile. Mais l'idée c'est d'oublier cette, cette pratique. C'est pour ça que alors, je fais une petite, parenthèse sur User, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a chez User l'idée c'est de créer en fait des connecteurs ou des ponts, des connexions vers les différents outils RH, RH au sens large, ça peut être des sources de bases de données où on va aller récupérer, donc sur, je sais pas moi, l'outil de paye ADP, sur un Google Sheet, sur, PeopleSphere, sur Salesforce, peu importe, la liste des utilisateurs en permanence pour aller la récupérer de manière dynamique et différentielle, les arrivées, les départs, les modifications et cetera. Vraiment l'idée c'est d'avoir cette, différentes sources qui sont connectées pour avoir une seule source, fiable. Donc à partir de ces sources, quand vous les avez en fait, agrégées ou même identifiées au départ, l'idée c'est dans un premier temps de les dédoublonner. C'est-à-dire que, on va, forcément vous allez avoir du doublon, des informations qui vont être à la fois, c'est un ancien stagiaire qui est devenu CDI ou un CDD qui est, devenu CDI et cetera. Donc vous allez en fait devoir dédoublonner donc par rapport au nom, prénom, par rapport au matricule, voilà. Après ça c'est un niveau qui est très compliqué, mais qui doit être fait au fur et à mesure, au fil de l'eau, donc par un outil, technique, hein, parce qu'à la main c'est relativement compliqué, surtout dans les structures de plusieurs centaines, voire milliers d'utilisateurs. Le dédoublonnage de Jean Dupont, bah, il est compliqué parce que, bah, ça peut être un vrai homonyme ou comme ça peut être 2 fois la même personne qui est saisie en doublon dans 2 sources différentes. Donc il y a le dédoublonnage.
Ensuite, il y a la fusion des contrats. L'idée, c'est que, par exemple, alors ça, c'est valable dans certaines structures, si vous avez plusieurs contrats qui se suivent pour un même utilisateur, donc quelqu'un qui enchaîne, les stages, les CDD, CDI et cetera, et ben, vous allez devoir en fait gérer, quel contrat est actif actuellement. Donc vous avez plusieurs informations, vous devez fusionner pour s'identifier quel est le ou les contrats qui sont actuellement actifs et pour injecter tout ça ou récupérer tout ça dans le référentiel d'utilisateur, donc le référentiel propre, hein, en amont, c'était plutôt quelque chose d'assez brut. L'idée, c'est d'avoir ce référentiel utilisateur, propre qui permette d'avoir les informations, tout le temps à jour avec les bons champs, les bonnes informations issues de toutes les sources de données. On a par exemple, alors je prends un cas client qu'on a eu, alors ça fait partie des cas qu'on a assez régulièrement. C'est un client qui a 6 outils de paye parce qu'il a 6 structures juridiques et chacun, ils ont leur outil, de paye. Donc on va aller, récupérer ces informations-là et puis ils ont aussi en plus, parce que les RH, c'est plus pratique à suivre, les RH ont un fichier d'entrée-sortie, qui est sur Google Sheets en l'occurrence, pour, lister les arrivées et les départs. Donc l'idée, c'est vraiment de récupérer toutes ces sources de données, de faire une fusion pour récupérer les bonnes informations et puis d'identifier les contrats acquis, etc. En plus, dans ce cas un peu particulier, les collaborateurs basculent assez régulièrement, donc tous les 3, 4, 5, 6 mois, d'une structure à l'autre, donc d'un outil de paye à l'autre, donc ce qui rend vraiment le suivi pour le service IT, vraiment, c'est un casse-tête. Et donc l'idée d'avoir ce référentiel qui est retraité, donc après tout ce qui est priorisation, regroupement, fusion, etc., permet d'avoir exactement à date, en permanence, qui est là, qui est où, qui fait quoi, en termes d'utilisateurs. Maintenant, on va regarder comment propager ces informations une fois qu'on les a vers les identités. Donc l'idée, c'est que je vais prendre mes informations administratives, donc les informations contractuelles ou de l'utilisateur, pour aller les transformer en des informations techniques. Alors, on a 3 groupes de transformation, de calcul des attributs pour les identités. C'est la première chose, c'est la transmission simple. Alors là, c'est relativement simple, c'est que si je crée un compte AD, j'ai besoin d'avoir le first name et le last name. Bon, ça, c'est simple. Je vais aller chercher dans la fiche d'utilisateur ou dans l'info de l'utilisateur quel est son prénom, quel est son nom. Donc, il n'y a pas de transformation, c'est juste une transmission, un copier-coller. Alors, généralement, quand il n'y a pas beaucoup de comptes à créer, le service IT va CTRL-C, CTRL-V plusieurs fois pour aller récupérer les bonnes informations. La deuxième transformation, c'est la transformation simple qui, pour le coup, c'est je vais prendre les informations et puis je vais concaténer, prendre les premiers caractères, mettre en minuscules, retirer les caractères spéciaux. Voilà, donc c'est plutôt de la manipulation de chaînes de caractères, là, pour le coup. C'est, par exemple, hein, typiquement, c'est pour fabriquer l'email, je vais aller prendre la première lettre du prénom, point, le nom, @domaine.fr. Au passage, évidemment, il faut traiter les prénoms ou les noms composés, les espaces, les apostrophes, etc. Mais globalement, c'est de la transformation simple d'informations pour l'email, l'UPN, etc. Là où il y a une transformation un petit peu plus complexe et qui va nécessiter généralement des tables de correspondance, c'est par exemple, si j'ai un utilisateur qui est, je sais qu'il s'appelle John Doe, il est dans l'agence de Lyon et j'ai besoin en fait renseigner le zip code dans l'AD. À ce moment-là, je fais appel à une table de correspondance où dans cette table, c'est un peu comme un fichier Excel, hein, évidemment, avec en utilisant une fonction. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est l'équivalent de recherche V en fait, hein, où je vais aller chercher pour l'agence de Lyon quel est le code postal. Voilà. Donc c'est 69002. Donc je vais mettre cette information dans le champ zip code sur l'AD ou sur le 365. Ça va me permettre de transformer une information administrative, qui est Agence Lyon, en une information transformée avec une table de correspondance. Pareil pour, si imaginons que l'utilisateur fait partie du service commercial, j'ai une table de correspondance qui va me dire que dans le service commercial, si quelqu'un appartient au service commercial, j'ai pareil dans mon fichier Excel, il doit appartenir au groupe GRP commerciaux. Donc c'est cette information-là que je mets dans le groupe de sécurité dans l'AD ou dans le groupe de distribution de 365. Donc voilà, donc c'est ces 3 informations, ces 3 types de transformations. Évidemment, les 2 premières sont relativement simples, ça c'est relativement, facile à comprendre, c'est ce qu'on fait assez mécaniquement, on le fait, c'est facile à scripter, on le fait en faisant des copier-coller, voilà, c'est pas quelque chose qui est très compliqué. En revanche,
qui est rarement fait ou difficile à automatiser ou difficile à scripter, c'est justement cette transformation complexe qui nécessite quand même un petit moteur de calcul et un maintien de référentiel de table de correspondance, hein. Typiquement, il faut toujours la liste des agences avec les codes postaux à chaque fois, et puis la liste des services avec les groupes de sécurité ou des solutions qui correspondent en face. Alors, au moment où je veux créer une identité, donc je pars tout à gauche, donc créer une identité, c'est bon, juste créer un compte dans l'AD, hein, si je schématise. Donc je vais, enfin dans des différentes applications. Je pars à gauche de mon utilisateur avec son contrat ou ses contrats. J'ai les informations un peu concaténées, donc j'ai les 3 informations qui sont, la principale, donc nom, prénom, qui sont, voilà, pour le coup administratives. Ensuite, la date de début de contrat et de fin de contrat, et puis évidemment les informations de fonction, de département, de structure juridique, type de contrat, et cetera. Et je vais utiliser ce qu'on appelle une matrice de conversion. Donc c'est, alors on peut aussi la nommer un peu plus techniquement, on va dire du RBAC, hein, pour associer en fait le rôle d'un utilisateur au droit de ses accès. Moi, j'aime pas trop ce terme-là parce qu'il est assez technique et correspond pas vraiment à la réalité un petit peu plus administrative en fait, de la création des comptes. Donc l'idée, c'est qu'avec cette matrice, je vais pouvoir créer les comptes avec le login qui est fabriqué avec voilà, une information assez simple, l'OU, donc l'organisation unit, qui est à partir des informations qui sont situées dans une éventuelle table de correspondance. Donc, je dis voilà, c'est un utilisateur qui fait partie du service marketing, donc qui doit être dans l'OU marketing. Pareil pour le 365, l'email est fabriqué à partir d'une transformation simple de chaîne de caractères, et puis les groupes sont calculés à partir d'une table de correspondance. Et enfin, Salesforce, le même principe, le login, pareil, il est récupéré de l'email, et le profil read-only, il dépend par exemple de la fonction ou du grade ou du type d'utilisateur qui est associé à cet utilisateur. Alors, on va maintenant parler un petit peu de modification, parce que la création, c'est souvent ce qui est fait assez facilement, hein. Si je reviens en arrière sur hop, alors, si je reviens sur la création, ça, c'est quelque chose qui est fait relativement facilement, puisque, en fait, au moment de l'arrivée, du collaborateur, alors l'information, elle arrive tant bien que mal auprès des équipes qui sont chargées de créer les comptes, et si jamais c'est pas le cas, en fait, souvent, c'est le manager qui se pointe, directement dans le bureau du service de la DSI, du service IT, pour, demander la création des accès parce que son collaborateur, il en a pas encore. Donc voilà, au moment où on en a vraiment besoin, c'est au moment de la création, de l'arrivée du collaborateur. Ça, généralement, c'est fait parce que c'est relativement simple. C'est des choses qui sont nécessaires au démarrage. Là où ça se complexifie un petit peu, c'est au moment de la modification d'identité. Alors, à quel moment on modifie en fait un compte? Il y a plusieurs déclencheurs. Ça peut être, alors là j'en ai listé trois, mais il y en a beaucoup plus. Ça peut être une modification d'une information RH. Donc par exemple, si il y a un avenant à son contrat de travail qui dit que maintenant il est plus sur l'agence de Paris, il est sur l'agence de Lyon, ou il change de grade, ou il change de statut. Typiquement, ça va déclencher une modification peut-être de ses comptes. Il va être déplacé, son compte AD par exemple doit être déplacé dans la NOU qui correspond à son nouveau service ou son nouveau site géographique. Ça peut être un nouveau contrat qui devient actif. Par exemple, il n'était avant, son contrat n'était pas actif, ou il était actif en CDD, il passe en CDI. Du coup, ça lui donne une autre, un autre statut. Donc, il a accès à peut-être d'autres applications. Donc, on va devoir gérer les modifications de compte. Et puis aussi, ça c'est un cas qui est souvent négligé, c'est la modification du référentiel. Si par exemple, tout d'un coup, quelqu'un décide, pour des raisons voilà, opérationnelles, que par exemple tous les commerciaux, dorénavant, ils doivent avoir un accès à Salesforce, alors qu'avant ils n'en avaient pas. Du coup, en fait, ça s'appelle modifier le référentiel. Donc tout d'un coup, il va falloir modifier les accès pour les gens qui sont actuellement dans le service commercial. Donc ça me permet en fait ici, alors, Heu, donc ça permet, tout simplement de, modifier en conséquence les différents accès. Donc là, typiquement, l'OU a changé, on est passé sur le site de Lyon, la ville aussi, hein, dans l'AD peut être changée. C'est-à-dire que, ça permet notamment pour les signatures de mail, hein, automatiques,
qui sont générées à partir des informations qui sont dans le 365 ou dans l'AD, bah, typiquement, il faut que ce soit à jour ça. Donc on prend les informations du contrat pour les impliquer, les implémenter dans l'AD ou dans le 365. Quand on parle, de modification d'identité, il y a aussi évidemment, dans le cas d'un départ, parce que c'est souvent, enfin c'est ce qu'on fait, il y a souvent 3 phases qu'on identifie, c'est ce qu'on appelle le joiner, le mover et le leaver. Donc, le joiner, c'est celui qui arrive, l'utilisateur qui arrive, il faut lui créer ses comptes. Le mover, c'est celui qui, bah, il y a une modification de son statut, de son contrat, et cetera. Et puis le leaver, c'est celui qui quitte l'entreprise. Alors, pour plein de raisons, mais, voilà, fin de contrat, on arrête, on interrompt le contrat, peu importe, mais voilà, donc ça arrive évidemment assez régulièrement. Donc ça, en fait, les déclencheurs, c'est soit on a dans l'information RH, on a dit: «Bah, tiens, il était en CDI, mais il a démissionné ou, il ne fera, enfin, son contrat va s'arrêter», donc on met une date de fin de contrat. Donc ça veut dire qu'on on décide que son contrat va s'arrêter à une date, donc il y a une modification de l'information RH, donc il faut, bah, parce que le contrat va devenir inactif, pardon, il va falloir donc suspendre les comptes. Alors par exemple, il peut y avoir des séquences, du séquençage, hein, évidemment. Typiquement pour certains comptes, on va les suspendre dès le départ du collaborateur, d'autres on va attendre 15 jours ou 3 mois ou dans certains cas plusieurs, beaucoup plus longtemps, avant de suspendre les comptes pour des raisons de, je sais pas, de RGPD, d'accès, après le départ. Voilà, ça peut être pour plein de raisons. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est de quand même de générer un scénario de modification d'identité à partir du moment où le contrat est, modifié de manière, enfin, est interrompu, en fait. Alors là, on a parlé encore une fois là que des joiners, des movers et des leavers, mais il y a dans le cycle de vie beaucoup plus de changements possibles. Donc l'arrivée, mouvement, départ, ça c'est relativement simple. Il y a la fausse arrivée, quelqu'un qui ne vient pas. C'est-à-dire qu'on prépare tout pour qu'il arrive, donc on est au courant, il arrive le 1er octobre, voilà, on a préparé tout et puis en fait le jour même il vient pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il doit y avoir une procédure pour gérer ça. Est-ce qu'on suspend tout? Est-ce qu'on fait comme s'il n'était pas arrivé? Est-ce que voilà, peu importe. Il y a le faux départ. Typiquement, il est parti, il est prévu pour partir au 31 décembre. Bah, en fait, il va rester encore 3 mois parce qu'on a besoin de lui, parce que voilà, on a modifié son contrat de travail. Donc ça, il faut faire attention à être au courant de manière très rapide s'il y a une date de départ qui est modifiée. Parce que sinon, personne se retrouve bah, au 1er ou au 2 janvier avec tous ses accès suspendus parce que le service IT avait planifié le la suspension et n'était pas au courant que le départ avait été décalé. Il y a le bad leaver. Le bad leaver, c'est la personne qui part et puis bah, il faut le suspendre en urgence, tous ses comptes, pour justement pour des problèmes alors, juridico, voilà, juridico-sociaux, on va dire, qui nécessitent une action beaucoup plus rapide, donc un départ un peu différent. Et puis il y a le mouvement avec transition. Donc là, c'est si quelqu'un change de poste, mais qu'il a besoin d'avoir encore ses anciens accès. C'est souvent le cas évidemment, où là, on va devoir tuiler pour qu'il cumule les accès de son nouveau poste et de son ancien poste pour bah, gérer la transition avec le cumul d'accès, etc. Et surtout, évidemment, après la période de transition, ne pas oublier de suspendre tous les différents comptes. Alors, je vais conclure sur ce point. Alors, l'idée, c'est, il y a 2 points importants par rapport à ça. C'est que je vais gérer en fait un projet de gestion des identités doit s'appuyer sur un référentiel utilisateur exhaustif. Ce qui est super important, c'est justement, vous ne pouvez pas démarrer un projet IAM ou gérer vos identités si vous ne connaissez pas vos utilisateurs. Alors, souvent, ce que je vois là, sur les équipes IT, le référentiel sur lequel ils s'appuient, ils disent: «Bah, moi, mon référentiel, c'est mon AD». Voilà, mais ça, c'est surtout quelque chose qu'il ne faut pas faire parce qu'évidemment, l'AD, il est jugé parti. C'est-à-dire que pour le coup, c'est là où on va mettre les identités, mais on n'a aucune idée de si les identités sont légitimes puisqu'on n'a pas de relation avec les utilisateurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un référentiel d'utilisateurs qui est le plus exhaustif possible pour pouvoir bah, s'appuyer pour gérer correctement les identités derrière. Ça, je dirais, c'est la partie la plus difficile d'un projet parce que ça permet c'est ce qui est quasiment le plus compliqué en amont. La deuxième chose, c'est que la gestion des identités, alors c'est pas une science exacte. C'est-à-dire qu'il faut intégrer de la flexibilité parce qu'il y a tout le temps des exceptions, tout le temps, tout le temps. Parce que normalement, quelqu'un qui fait partie du service commercial
devrait appartenir à tel ou tel groupe, mais en fait, il y a toujours une exception qui fait que, bah oui, en fait, oui, mais c'est pas tout à fait le cas parce que lui, il travaille avec Gérard et donc il doit avoir tel ou tel accès. Donc l'idée, c'est vraiment de, de pouvoir gérer cette flexibilité, ces exceptions et de ne pas intégrer, quelque chose qui soit trop monolithique. Voilà, donc c'est super important. On a toujours tendance à dire: «Bah, un utilisateur, il doit avoir tel ou tel rôle et puis c'est comme ça. Bah, en fait, dans la vraie vie, c'est jamais comme ça. Donc, bah, il faut toujours, suivre, cette flexibilité et puis gérer les contraintes opérationnelles, bah, les contraintes, qui viennent des équipes pour pouvoir, gérer ces exceptions. Alors j'ai fini un petit peu en avance, la ma présentation. Alors maintenant, bah, si vous avez, des questions, bah, je serais ravi d'y répondre. Si vous avez, besoin si vous voulez souhaiter me contacter, si vous avez des projets, d'IAM ou des questions, vous pouvez prendre contact avec moi. Je vous laisse mes coordonnées et puis, voilà, donc je vous laisse, maintenant avec, si vous avez des questions, sur cette session, sur des points qu'on a évoqués. Alors, avis sur la gestion des identités et la gestion des habilitations. Alors, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu votre, question? Enfin, alors, je vais essayer d'y répondre alors de mon prisme, hein, parce que je crois comprendre la question. Donc la gestion des identités et la gestion des habilitations, en fait, c'est vrai que là, on a parlé, plutôt de l'IAM, on va dire, technique, on va dire, enfin bon, pas technique, pardon, qui est, la gestion administrative. Derrière, il y a la gestion des identités de manière plus technique avec tout ce qui est partie authentification, tout ce qui est partie SSO, tout ce qui est partie, IDP avec les identités providers et cetera. Donc ça, c'est, quelque chose qui est vraiment, très technique. Là, l'idée de gérer tout ce qui est, identité et habilitation, c'est moi, je considère que dans la partie, gouvernance, on va dire, c'est un petit peu lié. Même si alors évidemment les puristes vont dire que c'est pas du tout la même chose, mais c'est plutôt côté technique. Là, nous aujourd'hui, dans cette session, on est plutôt sur, quelque chose de très fusionné entre les identités, et les habilitations. Alors, parfois d'ailleurs, dans certains cas ou dans certaines documentations, le mot identité est utilisé pour définir l'utilisateur. Moi, j'aime pas du tout ça parce que pour moi, une identité, c'est vraiment l'identité numérique, on va dire, ce qui permet de faire la différence entre d'un côté l'utilisateur, de l'autre côté les identités. Alors j'ai une question, alors plus précise au sujet de user. Oui, alors user gère tout ce qui est provisioning et déprovisioning automatique des droits. Donc oui, user, c'est une plateforme qui sert à ça, hein, qui sert vraiment à gérer, bah, quand un utilisateur arrive, à créer ses comptes, quand un utilisateur part, à suspendre ses comptes dans toutes les applications, bah, en fonction du référentiel de droit qui a été défini. Alors j'ai une question un peu longue, après tiens, oui, alors ça, c'est une question intéressante qui correspond alors effectivement, heu, traditionnellement jusqu'à encore assez récemment et toujours en cours, hein, il y a, beaucoup de comptes génériques. C'est-à-dire qu'on a tendance à se partager des comptes, à dire: «Tiens, je vais créer un compte dans l'AD secrétariat», parce que j'ai beaucoup de personnes à l'accueil, il y a beaucoup de turnover parce que c'est des CDD, c'est des intérims et cetera, donc je vais pas m'embêter à créer des comptes nominatifs, ça sert à rien, donc je vais créer un compte secrétariat. Alors aujourd'hui, enfin, pourquoi on faisait ça? Parce que c'était très difficile et compliqué de créer, suspendre en fonction des arrivées, des départs et cetera. Ça, c'est une pratique qui est extrêmement dangereuse parce que, bah, justement, on enlève le côté nominatif, donc on enlève cette notion d'identité, précise, on met une identité générique. Donc l'idée, c'est qu'avec des outils, notamment comme User, ça permet justement de créer facilement les comptes, de suspendre facilement les comptes, donc de gérer, les accès pour les personnes qui arrivent et qui viennent, qui partent, pardon, voilà, donc de limiter les comptes génériques. Donc l'idée, c'est vraiment de limiter les comptes génériques pour ne faire que du nominatif. Des fois, c'est pas possible, évidemment, pour des comptes plutôt techniques ou plutôt système. Là, c'est un cas un peu des cas particuliers, mais en tout cas, pour les vraies personnes, l'idée, c'est vraiment d'éviter au maximum, et il faudrait que ce soit d'ailleurs, c'est une bonne pratique de ne plus le faire en 2023, pour justement éviter ces comptes génériques.
Quel est le meilleur outil pour organiser la recertification des accès en 2023? Alors là, moi, j'aurais tendance à vous dire user. Avec user, donc on peut mener des campagnes de recertification, donc en sollicitant justement les managers pour qu'ils puissent effectivement suivre les certifications des différentes, enfin les habilitations des équipes de chaque manager. Alors la difficulté de tenir un référentiel d'habilitation. Alors là, si on, effectivement, le référentiel d'habilitation, alors si je comprends la question, c'est peut-être un petit peu gérer comment dire, la matrice d'habilitation, là où effectivement c'est relativement difficile. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir le faire au fur et à mesure. C'est que je vais pouvoir, au départ, je dis, bah voilà, je fais quelque chose de très simple. L'idée, c'est de faire quelque chose d'assez itératif et progressif. Au départ, je dis, bah, quand je crée les comptes, je m'embête pas avec les groupes, je fais juste la création de nom, prénom, etc. Ensuite, je vais embarquer les groupes en fonction de tel ou tel critère. Ensuite, je vais embarquer le zip code. Ensuite, je vais embarquer l'OU, etc. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez construire votre référentiel d'habilitation en vous posant les bonnes questions. Le référentiel d'habilitation, c'est juste dire, OK, là aujourd'hui, je mets mon utilisateur dans tel OU. Pourquoi est-ce que je le mets dans tel OU? Et là, si vous répondez à cette question, donc si quelqu'un répond à cette question, c'est que vous savez comment calculer l'OU à partir de l'information du utilisateur. Par exemple, je mets dans l'OU Lyon parce que bah, il fait partie du site géographique Lyon. Voilà, donc c'est pour ça que c'est comme ça que vous créez en fait votre référentiel. Ok, je crois qu'on a fait le tour des questions. Et puis oui, alors si vous voulez m'envoyer un mail, évidemment, vous pouvez m'envoyer un mail pour me contacter. Ah, j'ai une autre question. Est-ce que l'user peut être connecté avec n'importe quel système applicatif style IBM? Alors, faudrait définir un petit peu plus ce que vous entendez par là, mais par exemple, on peut aller jusqu'à connecter de la S400. Donc oui, ça permet donc user permet quand même de gérer beaucoup de connexions. Voilà. Donc si vous voulez, on pourra en discuter, pas de problème. Ok, très bien. Et ben, merci beaucoup à tout le monde de votre présence. Et puis, donc, c'était les 4 ans qui étaient évoqués, très bien. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter, à me solliciter. Et puis, à très bientôt et bonne journée à tout le monde.